Donc du coup, je suis content de vous retrouver cette semaine. On se retrouve pour l'hebdo de l'innovation. Allez, let's go. Donc comme d'habitude, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. On y va. On commence cette semaine avec la crise des semi-conducteurs, repenser le produit, la solution des gagnants. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que chez IE, qui est quand même un acteur académique très intéressant, ils ont fait des sondages auprès des designers de produits, d'accord, surtout sur la partie technique, pas le designer comme Philippe Stark, quoi, mais sur la partie technique, pour voir un petit peu là où c'était compliqué au niveau des puces et qu'est-ce qu'ils pensaient faire. Et la solution qui ressort de ces questionnements, c'est que la majorité des entreprises sont dans une phase de repenser le design de leurs produits, surtout sur la partie électronique, pour économiser des composants ou pour mutualiser certains composants. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant parce que ça matche bien tout ce que je vous dis souvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on essaye après de faire un petit peu de l'optimisation avec cette crise. Et donc, en faisant de l'optimisation, on gagne à long terme beaucoup plus que ce qu'on a perdu sur un temps donné qui est très limité, si vous voulez. Donc déjà, il faut un petit peu comprendre là où c'est très compliqué. Là où c'est très compliqué, c'est ce que vous appelez les MCU, donc c'est les microprocesseurs, les trucs très très basiques. Ça, c'est vraiment une commodité, c'est la base de la base, et ça coûte très peu cher de base. Mais vous en avez dans tous les produits du quotidien, parce que quand vous voulez rendre un produit intelligent de façon très très simple, par exemple, vous voulez faire en sorte qu'une vitre de voiture se baisse, ou ce genre de choses, ou qu'un bouton active quelque chose, il vous faut un MCU, d'accord? Donc c'est quelque chose de très très simple, mais il vous en faut très fréquemment, et c'est ça qui est le plus touché. Alors pourquoi c'est touché? Pour deux raisons. Parce que du coup, comme c'est peu cher, vous n'avez pas d'intérêt à le produire. Les gens préfèrent mettre leurs outils de production sur des choses un peu plus haut de gamme, dans un moment de tension. Et parce que il y a un second problème. Le second problème, c'est quoi? C'est que ces MCU, entre guillemets, c'est pas très rentable pour les TSMC, les Samsung de les faire. Donc c'est surtout des produits qui sont produits en Chine et par des entreprises qui souvent, elles ont 5% du marché, 4% du marché. C'est des choses sur lesquelles souvent on bâtit des nouveaux produits, c'est-à-dire on a un MCU de base et puis on ajoute un petit truc et ça fait quelque chose, et donc c'est dilué dans un environnement de fournisseurs qui est considérable, et du coup c'est très compliqué parce que ces fournisseurs-là, ils n'ont pas la capacité d'augmenter les cadences, ils n'ont pas forcément la capacité d'obtenir du produit. C'est-à-dire, quand vous voulez faire des MCU, il vous faut quand même des matières premières, ce genre de choses. Et quand vous appelez TSMC, c'est facile d'aller voir des mineurs ou des brokers de métaux pour aller récupérer ce dont vous avez besoin. Quand vous êtes une plus petite société, ça devient très vite beaucoup plus compliqué et vous pouvez être mis face à des prix abusifs parce que vous n'avez d'accès au marché qu'à travers des revendeurs. Et comme ces revendeurs prennent une marge, forcément vous pouvez être dans un effet prix qui peut être considérable, d'accord? C'est un peu ce que vous voyez dans le monde de la construction. Si vous êtes un acteur comme Bouygues, Eiffage et compagnie, les prix du matériel a monté de manière assez importante. Mais si vous êtes un tout petit artisan local, vos prix ont augmenté de manière beaucoup plus importante que chez Eiffage et Bouygues. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous passez par des revendeurs qui ont du coup du mal à valoriser leur stock. Et quand vous vous dites qu'un produit peut monter de 100% mais baisser de 50%, la seule manière pour vous de le rentabiliser dans votre stock, c'est de vendre avec une marge qui est un peu plus importante qu'avant. Parce que du coup, vous stabilisez votre ratio de risque. Parce que vous margez un petit peu plus, et même si vous avez une problématique d'un effet prix sur votre stock qui peut être assez violent,
vous le passez dans votre marge. Et donc ça, c'est ce qui fait que dans beaucoup de secteurs à l'heure actuelle, vous avez des inflations qui sont très très fortes, parce que quand vous êtes, quand vous voulez du ciment ou des choses comme ça, mais en très petite quantité, vous avez aucun intérêt à avoir quelqu'un qui va vous le vendre. Ils préfèrent vendre à des Bouygues et tout ça et avoir une vision très long terme. Donc là, vous êtes obligé de l'acheter à des revendeurs, des grossistes. Et ces grossistes-là, quand ils achètent en gros à Lafarge et compagnie, ils savent pas s'ils vont être capables de le revendre. Donc ils essayent toujours de se dire, on l'achète au meilleur prix possible, à un prix qui est le prix de marché de long terme, ou qui est dans le trend de marché de long terme. Et comme là, on est dans un extrémum de marché, en fait, vous tombez sur des moments un peu complexes. Alors cette complexité, vous la trouvez aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que pendant un temps, pendant le Covid, il y avait du mal à trouver certains matériaux parce que des gens comme Lafarge et compagnie n'avaient pas intérêt à vendre à des grossistes et vendaient que dans des contrats cadres à des gens comme Bouygues. Pourquoi? Parce que vendre à un grossiste, ça se faisait au prix du marché qui était beaucoup trop bas et du coup n'avait pas d'intérêt. Et là, le grossiste, par contre, il avait intérêt à acheter en masse parce qu'il savait qu'il achetait à un tel prix qu'entre guillemets, tant qu'il pouvait se permettre de stocker et qu'il pouvait se permettre de faire exploser son BFR, le grossiste, il avait intérêt à gagner de l'argent là-dessus. Là, c'est l'effet inverse qui se passe. Et donc cet effet inverse, il peut être très très violent parce que entre le moment où vous allez payer votre matière, le moment où vous allez encaisser, du coup ça fait exploser votre BFR, ça fait exploser votre risque, et du coup vous avez beaucoup de grossistes qui peuvent être en très mauvaise posture. Alors pour le moment les grossistes sont plutôt en bonne posture, pourquoi et ça c'est across the economy, hein. C'est-à-dire que c'est pas que dans le monde des semi-conducteurs, c'est le fait que comme vous êtes dans un moment d'inflation, vous avez une capacité des revendeurs d'être un peu au-dessus de l'inflation et de la driver. Donc, c'est-à-dire que quand ils achètent 50, ils essayent de vendre 80. Et ça fait monter le prix du coup du producteur à 60. Et puis après, ils vendent à 90 et tout. Mais il arrive un moment où vous êtes sur un plafond. Et ça, c'est assez dangereux. Vous le voyez aussi très bien, c'est dans le monde des voitures d'occasion. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des concessionnaires qui refusent d'acheter des voitures d'occasion. Pourquoi? Parce que les prix sont devenus tellement chers que vous avez des concessionnaires qui vous disent ouais mais moi je vais me retrouver avec votre voiture dans mon parc et si j'arrive pas à la vendre rapidement, le marché peut se retourner et à ce moment-là je vais me faire aligner sur mon BFR et en plus sur la valorisation de mes objets. Donc ça devient très compliqué. Donc c'est un truc que vous avez beaucoup dans les MCU parce que vous êtes sur un marché très explosé, ce genre de choses. Après vous avez logique et programmable, discrete and optoelectronics, là c'est pareil. Optoelectronics, pourquoi est-ce que vous avez vraiment des problèmes? Parce que vous êtes sur des choses qui sont, encore une fois, avec des acteurs qui sont très diversifiés, de petite taille, et du coup, c'est assez compliqué. Après, vous avez passive, memory, analogue et interconnect. Là, vous êtes sur des acteurs qui sont plutôt des acteurs un peu plus solides. Vous commencez à voir les Intel, les ASML, les Samsung et tout ça dans ces acteurs-là, hein. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Pour ceux qui sont intéressés aussi par le secteur des semi-conducteurs, hein, un peu plus, vous voyez que c'est intéressant aussi de savoir ça, parce qu'en sachant ça, vous savez plus ou moins où est-ce qu'il va falloir investir dans le futur. Donc vous pouvez vous dire que par exemple, si vous avez un acteur qui installe des lignes de production de MCU, d'habitude c'est des lignes de production avec quand même un intérêt assez faible, d'accord, parce que ça marche assez peu, mais là il y a il y a une telle hausse des prix que vous pouvez vous retrouver avec énormément de personnes qui vont commander des lignes de production pour répondre à l'offre du marché. Parce que ça devient très intéressant de répondre à l'offre du marché. D'accord? Et cette technique vous montre aussi autre chose, c'est que les premières entreprises qui ont commencé à redesigner leurs produits ont des capacités de produire qui sont bien meilleures que les autres. Celles qui ont des capacités à avoir plusieurs fournisseurs en parallèle, ce genre de choses, ont des capacités à offrir des productions bien meilleures que les autres. Donc ça vous montre aussi que dans une entreprise, c'est important de bien comprendre ce genre de choses, parce que si vous êtes avec une entreprise agile qui a tout de suite été capable de redéfinir la manière dont elle allait produire un produit, vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux autres qui n'ont pas réussi encore à le faire. D'accord? Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes en tant qu'investisseur. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément facile de le savoir,
Mais il faut discuter avec les managements. En discutant avec les managements, vous arrivez à avoir un peu des informations là-dessus. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver des nouveaux prestataires, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Déjà, ça peut être intéressant à court terme parce que ça veut dire qu'ils vont avoir une capacité de production plus grande que d'autres. Et ça peut même être intéressant à long terme parce que le fait d'avoir redesigné vos produits, ce genre de choses, comme le montre un peu le papier de Spectrum, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui disent qu'en fait, ils ont été capables de réduire le nombre de composants utilisés dans leurs produits par 15 ou 20%. Donc ça, à l'heure actuelle, vous ne voyez que le côté on peut produire. C'est-à-dire, avant, on n'avait pas la capacité de produire parce que voilà, on n'avait personne pour nous fournir. Maintenant, on peut produire parce qu'on a moins de composants dedans. Mais à long terme, il faut que vous voyez une chose. C'est qu'avant, quand il y avait 100 composants dans votre item et que maintenant, il y en a plus que 80, bah, ça veut dire qu'entre guillemets, si la valeur est respectée et que vous n'êtes pas passé à des composants très haut de gamme, là où avant vous aviez des composants bas de gamme, mais juste des substitutions ou des composants qui arrivent à faire les deux choses, là où avant vous aviez deux composants différents, ce qui est ce que la plupart des acteurs ont dit à Spectrum, c'est-à-dire regrouper certaines actions dans un seul composant au lieu d'en avoir plusieurs, bah ça veut dire qu'à long terme, bah vous faites des économies de coûts. Pourquoi ? Parce que là où vous aviez 100 composants, vous n'en avez plus que 80. Et donc ça, c'est driver d'optimisation, et l'optimisation est driver de déflation. Donc là, vous voyez, vous avez le prix des semi-conducteurs, donc les répondants. Donc vous en avez 18% qui ne savent pas. Ça, c'est des acteurs qui sont pour qui le prix du semi-conducteur, on va dire qu'il est annexe. Ils ont d'autres problèmes, ils sont sur d'autres soucis, et le prix est vraiment annexe. Vous avez 2% qui sont en diminution de 10%, d'accord ? Donc ça, c'est des acteurs qui ont réussi à aller sur des technologies bien particulières ou qui ont réussi à prendre un semi-conducteur qui va faire 2 ou 3 choses là où avant ils en avaient 3. Donc au global, ils vont le payer plus cher, mais quand ils réfléchissent, ils payent moins cher qu'en additionnant les 3 dont ils avaient besoin avant. Vous en avez 5% qui n'ont pas de changement. Vous en avez 29 qui sont en hausse de 2%, d'accord, jusqu'à 2%, de 3 à 5, de 6 à 10, et 9% qui sont en hausse de plus de 10%. Donc vous voyez quand même que le gros de la cohorte se situe entre 0 et plus 5%. Donc ça reste une inflation des prix qui est très très contenue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des choses qu'on fait x40. Vous êtes sur des choses qui sont très contenues. Pourquoi est-ce que c'est très contenu ? Parce qu'il y a quand même une vision du marché que la situation va s'améliorer, que de toute façon, quand on commence à être sur des hausses de prix supérieures à 10 ou même supérieures à 5%, il y a un intérêt très très important des fondeurs à créer des lignes de production et à les créer très rapidement. Parce que comme vous êtes sur un business entre guillemets où il faut produire, si vous êtes sûr de vendre 100% de votre production et que vous la vendez 5 ou 6% plus cher qu'avant, quand avant votre marge elle était par exemple de X, bah vous allez faire X plus quelque chose, d'accord ? C'est des choses comme ça. Là, vous avez la vision des acteurs, le délai à cause des problématiques de puces. Donc 1 à 2 mois, vous êtes à 26% des répondants. 3 à 6 mois, 49. Et après 21, et vous en avez qu'à 5% qui sont au-delà de 12 mois de délai. D'accord ? Donc vous voyez aussi que la majorité des acteurs qui ont du délai, ils sont quand même sur du délai de 1 à 6 mois. Donc c'est pas non plus des choses considérables, des problèmes considérables. C'est pour ça que moi je vous dis que je pense que c'est quelque chose qui va se régler fin 2022, début 2023. Alors modulo du Covid et de ce genre de choses, parce qu'effectivement si le Covid repart fortement, tout le monde s'arrête de consommer et tout, bah les fondeurs ils vont pas avoir envie d'installer des nouvelles lignes de production, d'accord ? Mais modulo du Covid, vous pouvez vous dire que 2023, on va commencer à mettre en place des nouvelles choses et il va commencer à y avoir des choses qui vont être assez intéressantes. D'accord ? Donc là, vous avez la vision de comment on s'est réadapté. Donc redesigner les boards, le pin-to-pin, le drop-in replacement, enfin voilà, les changes dans le firmware, des changes dans le software. Vous voyez que la majorité des changements sont quand même des changements électroniques. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que la majorité des changements sont électroniques. Mais quand on va lire un petit peu sur Spectrum ou sur MIT Review des articles ou ce genre de choses, on voit une chose. C'est qu'il y a une capacité de certaines entreprises
en plus de redéployer la manière dont vous designez les puces et dont vous designez votre objet pour utiliser moins de semi-conducteurs, d'accord, vous avez autre chose. Vous commencez à avoir une idée qui est, on optimise le côté software pour avoir besoin de moins de semi-conducteurs et de choses ou moins performantes ou qui peuvent faire plus de choses et tout. Et ça, c'est des choses très intéressantes parce qu'encore une fois, quand vous allez améliorer votre software, quand vous allez investir dans votre software, ça sera toujours là demain et après-demain. Même quand on sera en ouverture totale et qu'il y aura des MCU dans tous les sens et qu'il n'y aura pas de problématique de semi-conducteurs, ces efforts que vous avez faits et les efforts que les entreprises ont faits là, ça sera des efforts que vous allez retrouver dans votre prix et dans votre marge pour ces entreprises à long terme. Et vous avez des très grandes entreprises qui ont fait des efforts. Des gens comme Apple, des gens comme Samsung qui ont été capables de faire des efforts sur la capacité de designer les puces et sur la capacité dont on interface les différents semi-conducteurs et l'appareil pour optimiser l'existant. Et ça, c'est des choses qui sont très très importantes parce que pendant longtemps en informatique, on n'a quand même jamais été vraiment dans l'optimisation. Parce qu'on avait un phénomène qui était toujours, on va arriver sur des outils de plus en plus puissants tous les 12 à 18 mois. Est-ce que ça vaut le coup de s'optimiser ? Pas forcément, parce que s'optimiser, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte des talents. Et en fait, le temps de s'optimiser ne matchait pas avec le temps d'optimisation de la technique. C'est-à-dire que la technique avançait tellement vite que optimiser, c'était pas rentable parce que quand vous aviez réussi à optimiser la génération précédente de processeurs, on était déjà à la nouvelle. Et quand vous avez des besoins qui sont de plus en plus forts, c'est limité. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est qu'en rendant intelligent des objets hors les ordinateurs, ce genre de choses, mais des choses très simples, des fenêtres, des micro-ondes, ce genre de choses, là, si vous voulez, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'être sur le top du top. C'est-à-dire vous pouvez être sur une génération ou 2 générations en arrière, ça n'a aucun souci. Parce que vous êtes sur des calculs qui sont à très faible intensité, ce genre de choses, et vous voulez faire des choses très basiques. Donc là, c'est un peu différent. Et tout ce travail de nouvelle optimisation, c'est des choses qui sont intéressantes. Et vous le voyez aussi à travers ce qu'on appelle les design manufacturers au niveau des puces. Donc vous voyez avec ARMS, vous le voyez avec Cadence Technologies et tous ces acteurs qui ont commencé à avoir des cours de bourse qui ont beaucoup augmenté depuis les années 2012-2013. Pourquoi est-ce que ces cours de bourse ont beaucoup augmenté ? Parce qu'en fait, là où avant on designait des puces pour des ordinateurs, pour des téléphones, et en fait tous les 18 mois il faut repartir sur une nouvelle gamme parce que ceci, cela, en fait quand vous faites des objets du quotidien, un pèse-personne connecté, ce genre de choses, vous n'avez pas besoin d'être à chaque fois dans l'ajout d'une nouvelle technique. Vous êtes sur des cycles produits qui ont plutôt 3-4 ans. Donc à ce moment-là, il peut y avoir un intérêt d'optimiser le produit au niveau des semis parce que ça dure plus longtemps qu'un ordinateur et vous passez pas votre temps à être sur des nouvelles gammes avec des nouvelles cartes graphiques ou ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant et ça c'est vraiment un point clé pour le futur. Plus on va utiliser des semi-conducteurs traditionnels, donc des MCU, ce qui monte le plus en utilisation ces derniers temps, donc des très bas niveaux, plus ce phénomène d'optimisation sera important. Parce que plus vous allez rester longtemps avec ces petits appareils. D'ailleurs, vous le voyez, un secteur où vous le voyez bien, c'est le secteur de l'automobile. Les constructeurs qui sont les plus à même de produire en ce moment, c'est les constructeurs qui ont un taux d'utilisation de semi-conducteurs le plus faible possible par véhicule. Et ça ne veut pas dire que parce que vous avez un taux le plus faible, votre véhicule il n'est pas connecté et qu'il n'est pas intelligent. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la manière dont vous avez designé. Et vous avez beaucoup d'acteurs, surtout des acteurs américains comme General Motors ou des acteurs européens qui ont empilé des équipementiers dans tous les sens. Chaque équipementier pense sa puce au niveau de son produit. Et après, vous mettez tout dans la voiture. Et vous avez des acteurs un peu comme Tesla et tout, qui ont essayé de penser l'aspect technologique de la voiture à un niveau global. Et donc, on demandait à leurs prestataires de discuter entre eux pour avoir une optimisation des puces
qui sont injectés dans un véhicule, et ben vous voyez qu'il y a plus de capacité depuis le début de la crise de Tesla à répondre à la demande que de d'autres acteurs. Alors certes, ils partent d'une production qui est beaucoup plus faible que les autres. C'est plus facile de doubler votre production quand vous faites 200 000 bagnoles que quand vous en faites 10 millions. On est d'accord, le besoin n'est pas le même. Mais vous avez vraiment une différence. Vous avez des acteurs comme Toyota et tout qui sont habitués et qui ont des stocks. Donc ça, c'est des gens qui ont toujours pensé qu'il y aurait un jour une crise et qu'il fallait stocker. Et vous avez des acteurs qui sont dans l'ultra optimisation comme Tesla. Et après, vous avez tous les autres acteurs qui sont plutôt au milieu. D'accord? C'est deux extrémums un peu importants. Et donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Plus vous faites appel à un nombre important de sous-traitants, plus vous pouvez être sous-optimisé dans la création de votre produit. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Et plus votre gamme est large, plus votre société est complexe, plus c'est difficile. Hein, plus c'est difficile. Même si vous avez toujours l'intérêt d'utiliser un outil que vous utilisez dans une autre voiture, ce genre de choses, et de faire des synergies, c'est quand même pas très simple. On continue cette semaine pardon, avec l'impression de circuit sur des nano-aimants qui produit une nouvelle génération d'IA. Donc là, c'est un nouveau comment ça s'appelle, un nouveau texte, enfin un nouveau papier de recherche qui est sorti sur Nature sur de l'impression de circuits sur des nano-aimants pour faire des calculs sur des réseaux artificiels qu'on appelle de Hopfields. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine dernière, je vous disais, le problème de beaucoup d'algorithmes, c'est que vous voulez reconnaître un visage ou une situation qui se répète plusieurs fois dans la vie. C'est très simple avec les algorithmes actuels. Vous avez par exemple qu'un bout du visage ou une situation, il faut rajouter ce qu'on appelle de l'intelligence de situation pour que l'algorithme se dise « Ah bah ça correspond à ça » et qu'il y ait tout un univers de réflexion qui se fasse autour, ce que vous avez chez vous les humains. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose mais que vous ne voyez qu'une partie, votre cerveau va imaginer le reste et va dire « Tiens, on voit le bout d'un bateau, bah, le reste du bateau il doit être comme ça ». Vous avez une capacité à l'imaginer, d'accord? Et ça c'est quelque chose qui est assez important dans la réflexion de long terme. Vous vous rendez pas compte, mais votre capacité à imaginer la situation et à anticiper la situation, c'est une notion clé. Et c'est une notion qui est très compliquée de passer à l'IA, parce que l'IA, généralement, elle s'alimente de données passées pour retrouver les mêmes situations dans l'avenir. D'accord? Le problème, c'est que les situations sont jamais spécialement les mêmes, mais elles peuvent se ressembler. C'est ce qui est compliqué dans la conduite autonome. C'est que chaque accident est unique. Donc même si vous faites travailler votre voiture sur des millions d'accidents avant, ça ne veut pas dire qu'elle va être parfaite pour le futur. Parce qu'elle peut ne pas anticiper correctement un accident ou ne pas comprendre correctement ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que chaque accident est unique. Et donc l'importance d'amener justement de la capacité de réflexion à un algorithme, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et ça se fait surtout à travers les réseaux artificiels Hopfield. Et du coup, c'est pour ça que cette nouvelle technologie, elle est vraiment clé. D'accord? Donc, bon, on va passer la technique, hein, mais l'idée c'est qu'ils les ont imprimés sur de la matière qui s'appelle du verre de spin. Donc voilà, vous pouvez aller voir un peu comment ça fonctionne. Hein. Donc c'est des chercheurs du laboratoire de Los Alamos. Hein. Donc c'est un laboratoire américain, d'accord? Donc c'est l'avantage vraiment de cette technologie, c'est la capacité que vous avez d'améliorer la mémoire associative. Donc de dire, j'ai vu ça, la situation elle est comme ça, je peux prendre un bout là et un bout là, et ça peut me donner une réflexion pour cette situation-là. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous êtes en voiture, vous avez déjà vécu telle situation, la situation là elle est entre les deux, vous allez avoir tout de suite dans votre cerveau une réflexion entre les deux situations et vous allez ajuster votre manière de faire. Ça ne veut pas dire que l'ajustement va être parfait et que ça va vous sauver ou que vous allez prendre la bonne décision, mais c'est ce que votre cerveau va faire. Et ça, c'est ce que les algorithmes à l'heure actuelle ne sont pas capables de faire et c'est un énorme problème. Et donc ça, c'est intéressant. Alors après, il y a des limitations, hein, c'est-à-dire que travailler sur du verre de spin ou ce genre de choses, c'est compliqué. Hein, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre ça dans votre voiture,
clairement, ça va être compliqué. Mais c'est des choses qui sont intéressantes pour faire progresser encore une fois la science. Et surtout, c'est des choses qui peuvent être intéressantes parce que même si c'est utilisable qu'en laboratoire, vous avez une capacité après d'entraîner votre algorithme d'une certaine manière et donc d'avoir à la finale, même si vous êtes obligé de pas mettre sur cette technologie là votre algorithme au final dans la voiture ou ce genre de choses, d'avoir quelque chose qui quand même est beaucoup plus performant que ce que vous aviez avant, parce que le phénomène d'entraînement qui a eu lieu avant, il a été optimisé par ce phénomène qui permet de faire de la mémoire associative. On continue aussi cette semaine avec les maisons imprimées en 3D seront les Tesla du logement, selon le PDG d'Icon. Donc Icon, c'est une licorne qui a été lourdement financée par beaucoup de milliardaires américains, qui est spécialisée dans l'impression 3D des maisons. Alors vous savez, si vous me suivez, que c'est un secteur que j'apprécie grandement, l'impression 3D, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est optimisé, qui va très très vite. Enfin, vraiment, pour répondre aux problématiques de logement, il n'y a rien de mieux que ça. Et en plus, vous avez commencé à avoir une capacité d'avoir un peu ce que Tesla a réussi. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Tesla a réussi dans la voiture électrique? Bah parce qu'en fait, quand vous preniez une voiture Tesla, c'était de meilleure qualité qu'une autre voiture. À un prix qui était ajusté. Et vous aviez un design exceptionnel, vous aviez quelque chose. Les voitures électriques existaient avant Tesla. Mais elles n'ont jamais réussi à convaincre parce qu'en fait, elles n'étaient pas d'assez bonne qualité. Ce qu'a réussi à faire Elon Musk, c'est amener quelque chose qui est de qualité. Et je vous encourage à aller voir les évolutions entre les prototypes de Tesla et les premières voitures vendues en masse de chez Tesla. Vous verrez que l'évolution du design de la voiture a complètement changé du tout au tout. Et ça, c'est parce qu'ils ont bien compris chez Tesla que s'ils voulaient vendre quelque chose, il faut le rendre exceptionnel. Au même titre que si Apple a réussi à détruire BlackBerry et tout ça, effectivement c'est parce qu'ils ont rendu leur terminal plus intelligent, mais c'est aussi parce qu'ils ont été capables d'amener une identification à la marque, et cette identification à la marque, elle vient de quoi? Elle vient du côté que votre objet, il est unique et qu'il est au niveau du design exceptionnel. Et là on rentre dans le design un peu à la Philippe Stark, ce genre de choses, autre chose que ce dont on parlait avant. D'accord? Mais ça c'est clé. Et moi, ce que je pense, c'est que à terme, l'avantage des maisons imprimées en 3D, c'est qu'elles seront moins chères, plus qualitatives et que vous pourrez les designer comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment un grand progrès. Parce que vous allez dans n'importe quelle zone de France et vous allez trouver plein de gens qui se sont fait arnaquer sur la construction de leur maison, elle a mal été faite, ce genre de choses. Et il y a vraiment un secteur où beaucoup de choses n'ont pas évolué depuis des années et des années. Et quand je dis pas évolué, c'est pas de rupture considérable, c'est le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment, il y a eu des ruptures technologiques, comme dans tout secteur, mais il n'y a pas eu un switch considérable. Il n'y a pas eu un changement total. Vous avez un secteur où il y a souvent des switches considérables, c'est le secteur de la biotechnologie. Parce qu'on innove toujours et on arrive toujours à importer des nouveautés exceptionnelles. Et ben vous avez un secteur qui est pas tout à fait dans ce cas-là, c'est le secteur de comment ça s'appelle de l'immobilier. Donc on va regarder un peu cette maison. Ça c'est une maison qu'ils ont sortie récemment. Alors maintenant ils vont être capables de la produire en masse, en série avec leur imprimante, et ils sont capables de surtout vous l'optimiser, c'est-à-dire vous êtes capable de la produire sur ordinateur et donc de dire vous voulez une pièce en plus, une pièce en moins, vous voulez que là ça soit plus grand, ce genre de choses. Et l'avantage c'est quoi? Bah, c'est que en imprimant cette maison là, que la maison que vous allez voir, c'est moins 20% par rapport au prix de construction actuel des maisons américaines pour surface équivalente. Et la maison, elle est autonome la majeure partie du temps. C'est-à-dire qu'il y a un système de récupération d'eau de pluie, d'énergie, ce genre de choses. Et il y a un design des pièces, vous verrez, qui est fait d'une certaine manière, qui fait que la chaleur ne s'en va pas en hiver et la chaleur ne reste pas en été. Enfin, c'est très complexe, mais il y a toute une ingénierie derrière qui est quand même très très intéressante. Donc, je vais me taire, on va regarder la vidéo et on continue juste après.
Donc voilà, on a vu la maison. Hein. Donc là, c'est vraiment... voilà, ça vous montre un petit peu comment est-ce qu'ils travaillent. Alors pour faire ça, ils mettent un peu plus d'une semaine. Donc c'est encore assez long, on va dire. Parce qu'on commence déjà à avoir des entreprises qui font des maisons en 24 heures, mais pas tout à fait de la même qualité. Là, on est vraiment sur une qualité beaucoup plus haute. Leur but, c'est d'arriver à les faire en 48 heures, d'accord. Et leur but, c'est d'arriver à les faire moitié prix par rapport à une maison traditionnelle américaine. Donc ça vous montre quand même la différence. Donc je trouve vraiment que ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et s'il y a un secteur où il y a eu une inflation depuis très longtemps, où il y a des problématiques depuis très longtemps sur la capacité à répondre à la demande, ce genre de choses, c'est justement le milieu de l'immobilier. Alors pour le moment, ça reste limité parce qu'effectivement, vous me direz, bah ouais, mais là c'est sur des maisons traditionnelles, c'est pas, on empile, on est capable de manière optimisée de construire 3 étages en plus dans un bâtiment de façon rapide, ce genre de choses. On est d'accord, c'est le début. Après, justement, ce qui est intéressant chez Icon, c'est qu'ils nous disent que la maison individuelle, c'est le début, et qu'après, le but, c'est d'être capable d'aller construire des immeubles comme ça, et d'être capable de faire de la destruction d'un immeuble dans un quartier et de reconstruire l'immeuble en moins de quelques mois, et en moins de 6 mois. C'est ce que vise le PDG d'Icon. Sur lequel il faut rajouter les autorisations, hein, c'est-à-dire la partie construction durerait moins de 6 mois. Donc c'est quand même assez court, on va dire. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que s'ils y arrivent, vous avez une capacité après de réhabiliter des quartiers de manière très très vite. Vous dynamitez l'endroit, vous enlevez les gravats, vous remettez quelque chose. Et donc ce système un peu de comment ça s'appelle, de liquidité dans le marché de l'immobilier et surtout dans la reconstruction et la destruction de biens, ça peut être quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas à l'heure actuelle et dès que vous voulez rénover ce genre de choses, ça devient compliqué. Alors forcément, ça m'étonnerait qu'à Paris on ait dynamité des logements haussmanniens pour aller construire des trucs avec des imprimantes 3D. Ça, c'est clair. Il y a une notion hein, aussi de respect de l'existant. Après, il y a plein de bâtiments en ville qui n'ont absolument aucune âme et qui n'ont rien d'exceptionnel. Est-ce que les racheter, les dynamités pour faire plus grand, pour faire plus optimisé, c'est con? Je pense pas forcément. Et si vous avez une capacité en plus de réduire considérablement le coût de production parce que vous l'optimisez, d'accord? Et forcément, si vous arrivez à réduire de moitié prix sur une maison individuelle, bah, sur un immeuble, bah, l'avantage, il doit être un peu plus important que moitié prix parce que vous devez être capable d'améliorer, d'avoir un peu plus de rendement, ce genre de choses. Et ça, c'est un changement vraiment considérable. Et ça marque aussi un changement considérable. Pourquoi? Parce que ça marque aussi une capacité d'aller construire des villes de manière très très rapide. Alors que c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans l'humanité actuellement, a toujours été compliqué de construire des villes et d'aller d'une zone A à une zone B. Enfin, quand vous voulez transférer une capitale d'un point A à un point B, c'est vraiment un travail de plusieurs dizaines d'années. Quand vous voulez créer des nouvelles villes, c'est la même chose. Avec ce genre de système, ça serait vraiment totalement différent. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous. On a aussi Boston Dynamics qui tient enfin son premier hit commercial. Donc vous vous rendez compte, vous vous souvenez, c'était le commercial stretch, d'accord. Donc on en avait parlé quand ils avaient annoncé les premières bêta-tests chez les clients, quand ils nous avaient montré le premier produit. Et là, bah, ils sont arrivés au produit final. Donc vous voyez, le prototype, il est ici. Hein. Là, vous avez le produit commercialisé actuellement. Et en fait, Boston Dynamics nous a dit qu'ils en avaient vendu pour toute la production des 18 prochains mois de manière ultra rapide et qu'ils allaient même être obligés d'augmenter la production. Et pourquoi est-ce qu'ils vont être obligés d'augmenter la production? Bah parce que la demande elle est très très forte. Et ça c'est vraiment un switch qui est important parce que pendant des années Boston Dynamics s'est cherché au niveau commercial, c'est-à-dire que vous aviez des super robots, ça plaisait un peu à l'armée américaine parce que c'était intéressant sur le terrain, mais d'un autre côté l'armée américaine voulait pas non plus que les robots ils soient piratables, ce genre de choses. Enfin vendre en quantité c'était compliqué. On faisait beaucoup de proof of concept, on faisait beaucoup de trucs comme ça, mais il n'y avait pas vraiment un truc game changer qui était acheté par tout le monde et qui devenait vraiment quelque chose de très très puissant et très très intéressant. Et là, le fait que Boston Dynamics ait réussi à en faire un, pour moi, ça montre vraiment qu'on rentre un peu dans l'ère
de l'âge de raison et de l'âge du développement de la robotique. C'est-à-dire que ces 5, 10, 15 dernières années, on était vraiment dans l'enfance de cette technologie, et là on commence à passer sur quelque chose d'un peu plus sérieux, avec des ventes un peu plus fortes, et les choses changent globalement. Et donc pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est intéressant, et c'est aussi intéressant parce que toutes les entreprises qui vont utiliser ces robots-là, bah, ça va être source d'amélioration. C'est-à-dire que par exemple, c'est utilisé par DHL, et bah DHL vous dit que les entrepôts dans lesquels ils mettent en place ce genre de robots, bah, le flux de commandes traitées augmente, et le prix par carton traité diminue de plusieurs de plus de 10%. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes, hein. Vous vous rendez compte, si dans le monde actuel vous avez des capacités de transport où vous diminuez les flux de traitement des commandes de 10% sur certaines étapes, plus vous êtes à même de maximiser ça sur chaque étape avec des nouveaux robots, plus à la fin l'importance est quand même très considérable. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le directeur commercial de Boston Dynamics, qui en a parlé et qui a fait une petite interview à la suite de ce hit commercial, a dit que leur but c'était quand même d'avoir dans les années à venir plus de 5 robots dédiés à des tâches bien précises comme le commercial stretch. Donc ils en ont qu'un seul pour le moment, donc ça veut dire qu'il y a 4 nouveaux segments dans lesquels Boston Dynamics va se lancer et va optimiser. Alors peut-être que ça sera encore des segments de logistique, peut-être que ça sera pas des segments de logistique, je sais pas trop vous dire, hein, je suis pas dans les secrets des dieux de Boston Dynamics, mais par contre je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On en avait déjà parlé aussi pour Flippy dans les comment s'appelle, dans les fast-food, en vous expliquant que c'était quand même une capacité d'amener un peu plus de travail dans les fast-food, ce genre de choses. Donc n'oubliez pas non plus, parce que à l'heure actuelle, beaucoup de gens nous disent ah oui, c'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est compliqué pour l'économie, ce genre de choses. Oubliez pas quelque chose, quand même à long terme, on va quand même digitaliser beaucoup de tâches. Et donc avec la même main-d'œuvre, on aura une capacité de production qui sera sans commune mesure avec ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et le seul moment où vraiment on a eu un changement considérable de production et une optimisation de la production par actif, d'accord, qui a été très violente et d'un coup sec, c'est quand on est passé aux machines à vapeur et aux premiers éléments industriels, et quand après on est passé à l'électricité et à l'industrialisation de masse, et qu'on a développé les machines-outils, ce genre de choses. Voilà, c'est 2 étapes clés à l'heure actuelle de l'ère industrielle, et moi je pense que ça c'est l'étape, la 3e étape de l'ère industrielle, c'est la robotisation massive. Et si certaines usines étaient déjà robotisées, celles des constructeurs auto pour peindre les voitures, ce genre de choses, il y a beaucoup de tâches qui n'étaient pas optimisées. Et là, on va rentrer dans le gros de la robotique. Et vraiment, ça va apporter un gain considérable pour les entreprises et pour l'économie en général. Parce qu'avec un actif de production, c'est-à-dire un bonhomme qui produit, on va produire 3 ou 4 fois plus que ce qu'on produisait avant. Parce que tout sera optimisé. Et du coup, vous aurez une capacité de gérer un flux de biens et de services qui est, enfin surtout de biens, qui est beaucoup plus important avec le même nombre de personnes qui travaillent. On continue aussi avec FedEx qui testera des vols autonomes de fret dès 2023. D'accord ? Donc c'est en partenariat avec Elroy Air, qui est une société de cargo qui décolle à la verticale, hein, et qui décolle et qui atterrit à la verticale. Ça c'est très intéressant. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a 1 mois et demi, on parlait aussi de FedEx aussi, il me semble, qui voulait tester la même chose mais avec des drones entre des entrepôts. Donc déjà, ça vous montre qu'il y a une recherche d'optimisation chez FedEx à tout craint. Pourquoi ils sont obligés de faire ça? Parce que c'est des choses sur lesquelles travaillent Amazon et compagnie. Et Amazon, depuis qu'ils sont rentrés dans le business de la livraison, ils ont quand même atomisé le marché aux États-Unis et ils sont devenus un des grands du secteur en quelques années. Parce qu'ils ont une capacité d'innovation et ils ont des entrepôts qui sont vraiment considérés comme les meilleurs au monde dans l'optimisation. D'accord ? Donc ça c'est quand même vital, et ça vous montre que même des sociétés qui avant étaient habituées
à avoir une innovation qui était assez simple parce que pendant des années, des sociétés de transport logistique comme FedEx, comme TNT et tout ça étaient habituées à une innovation qui était quand même assez limitée. C'était limité souvent à on innove sur comment on gère et comment on remplit nos entrepôts. À maintenant, vous avez une innovation massive sur les véhicules autonomes, le transport d'un entrepôt à l'autre avec des drones, ce genre de choses. Donc vous voyez que le champ des possibles de ces sociétés s'est grandement amélioré et surtout que ce champ des possibles développe une optimisation qui va permettre d'amener des biens et des biens encore une fois parce que pas des services, des biens très proches de chez vous d'une manière très très rapide. Et donc ça c'est quand même intéressant pour l'e-commerce, c'est quand même intéressant pour toutes ces choses là parce que du coup vous avez une optimisation qui est considérable. En plus, ce que nous raconte FedEx, parce que c'est toujours dans la même histoire, c'est que le but, ça serait d'avoir des drones, enfin des véhicules qui fonctionneraient à l'électricité ou ce genre de choses, donc qui pollueraient beaucoup moins que des camions traditionnels sur les routes. Donc vous aurez une réduction des routes, ce genre de choses, et vous aurez juste des navettes entre deux entrepôts. Et du coup, ça serait une sacrée optimisation au niveau gain carbone dans les transports, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que tous ceux qui vous racontent qu'on ne peut pas continuer à consommer autant, ce genre de choses, bah, si vous commencez à faire de l'optimisation sur le moment où vous produisez parce que vous faites du recyclage, sur le moment où vous livrez parce que vous livrez plus efficacement et tout ça, à la fin, vous voyez bien que l'optimisation que vous faites est considérable. Elle est considérable. Et donc vous pouvez aller diminuer peut-être le coût carbone de certains objets de 80-85%. C'est non négligeable. C'est ce qu'a fait l'industrie aérienne. Hein. Si vous regardez le coût carbone par passager, construction des aéroports compris, vous verrez que la courbe elle fait comme ça et que la courbe elle diminue tellement que si vous la prenez depuis 1950, vous n'arrivez même plus à voir la diminution de la courbe année après année parce qu'il faut la zoomer sur les dernières années si vous voulez continuer à voir la diminution. Parce que la diminution a été tellement forte en 60 ans que pour voir la diminution maintenant, il faut zoomer. Donc ça c'est des choses que vous allez retrouver dans d'autres secteurs. Allez, on continue. Du coup, on passe à l'hebdo des cryptos. Donc cette semaine, vous voyez, bon, vous avez quasiment toutes les grands coins qu'on a vus les fois d'avant. Les semaines précédentes qui avaient beaucoup monté, le Wave, le choses comme ça qui redescendent, hein, d'accord, le Prince, ce genre de choses. Vous voyez que le AppCoin commence à consolider, après de taper une érection phénoménale avec une spéculation sans fin. Là, ça commence à consolider violemment sur le AppCoin. Vous voyez qu'après, au niveau des choses qui montent, vous avez le Stepn, l'Audius, le Moonbeam, ce genre de choses. Alors, c'est des coins spéculatifs, hein, très spéculatifs. La plupart, c'est des coins que je connais que de très loin. Donc voilà. Le Zileka aussi qui se tape une spéculation assez forte depuis quelques temps avec vraiment beaucoup de volume. Mais on est quand même monté quasiment à 0,20 centimes. Et là, vous voyez, on est à 0,12. Donc ça a bien consolidé dans la hausse quand même. Le NIR, le eCash aussi. Et vous voyez, il y a le Dogecoin. Alors le Dogecoin, il a profité du rachat... Enfin, de la prise de participation d'Elon Musk dans Twitter. Bon, moi je vous avoue que je vois pas très bien la cause, enfin la relation cause-effet, mais bon, je suis sûrement pas un génie, donc ça doit être pour ça. Donc voilà. Donc pour le moment, moi je continue à penser la même chose. On est dans une phase d'un peu plus grande de spéculation dans les altcoins, mais la plupart des altcoins sont quand même pas sur une phase d'explosion, avec une vraie altcoin season, c'est-à-dire une saison des altcoins. On est plutôt dans un moment où on avait beaucoup perdu, où certains altcoins communiquent des bonnes news, ça repart un petit peu de l'avant, mais généralement ça a du mal à tenir et ça reconsolide très vite derrière, comme vous l'avez vu sur le Zilliqa ou sur ce genre de choses. Donc ça, il va falloir voir dans le temps un petit peu. On a aussi là le monde des multi-chains qui est encore compliqué. Donc là, c'est des bridges qui permettent de connecter plusieurs chaînes. Donc là, on a décidé de parler des bridges Ethereum parce que c'est quelque chose d'important. Parce que souvent dans Ethereum, ce qu'on reproche à Ethereum, c'est le coût des transactions et le prix. Donc une manière, c'est d'aller utiliser Ethereum sur d'autres chaînes en faisant appel à des bridges. Donc vous voyez que là, on en a mis beaucoup.
on a mis Wormhole, on a mis Synapse, Phantom, Axis et Avalanche. Et vous voyez qu'entre guillemets, il y a des bridges qui sont partis beaucoup plus tôt. Par exemple Axis, qui représente quasiment plus rien parce qu'il y a eu un piratage du bridge récemment. Donc ils ont beaucoup de mal à s'en remettre. D'accord. Et il n'y a quasiment plus rien dans le bridge. Vous le voyez ici. D'accord. Sur là. Et vous voyez qu'après ça remonte un tout petit peu, mais c'est très 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 faible. Vous avez Wormhole où il y a eu un hack du bridge aussi, mais les investisseurs de la société ont remis l'équivalent, même un peu plus dans le bridge après, pour stabiliser le bridge. Mais vous voyez que ça n'a pas fait repartir à la hausse le bridge de manière importante. Vous voyez qu'il y a deux bridges qui vraiment fonctionnent depuis très longtemps et qui ont quelque chose. C'est celui d'Avalanche et celui de Phantom. Donc ça, c'est des choses intéressantes si vous voulez essayer de comprendre un petit peu ces principes de bridge, ce genre de choses, et ces principes de valeur. Par exemple, si vous voulez comprendre pourquoi Avalanche, c'est un token que moi j'aime beaucoup, que je conseille, enfin que souvent on a dit ici que j'aimais bien l'Avalanche et que j'en achetais assez souvent. Bah pourquoi? Bah justement pour ça, parce qu'ils ont réussi à aller capter une partie du réseau, et le jour où on va repartir dans un cycle un peu plus expansionniste de l'utilisation d'Ethereum, vous voyez comme on avait là en novembre et en janvier, où vous avez vraiment un pic d'utilisation des bridges ici, bah, la part de marché d'Avalanche est beaucoup plus forte maintenant qu'avant, d'accord, que ici. Maintenant ici, elle est beaucoup plus forte parce qu'il y a moins de concurrents. Il y a beaucoup de concurrents qui sont sortis de ce secteur-là. Donc moi, ça me plaît beaucoup parce que ça veut dire que possiblement, quand il va y avoir quelque chose qui va repartir, ben, on va pouvoir redépasser les plus hauts de novembre et tout ça sur le bridge de l'Avalanche. Donc ça va montrer une utilisation du token Avalanche qui peut être intéressante. Enfin, de l'écosystème Avalanche qui peut être intéressant. Même si dans Avalanche, il n'y a pas que le bridge, il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes. Vous avez FTX US qui investit dans la bourse IEX pour se lancer dans les titres numériques. Donc là, le but de FTX, c'est d'aller acheter un opérateur tiers de plateforme d'échange. Donc chez IEX, vous pouvez échanger des titres comme Apple, ce genre de choses, en parallèle de la plateforme principale d'échange. Hein. Donc vous en avez pas mal. En Europe, vous qui tradez un peu les marchés français, si vous êtes client Bourse Direct. Bourse Direct, souvent, soit ils traitent vos ordres sur Euronext, donc la place principale de cotation, soit sur une place secondaire qui s'appelle Equidict, d'accord, qui est un truc allemand, qui a pas la même, où vous avez les mêmes titres qui sont cotés, mais en fait, c'est pas la place de cotation primaire, c'est la secondaire. Alors, des fois, vous avez des petits deltas entre la place primaire et la place secondaire. Alors généralement les arbitragistes font toujours en sorte que ce delta soit le plus faible possible, mais des fois ce delta existe. Donc IEX, c'est comme Equidux, c'est une plateforme secondaire. Il y a quand même du volume sur IEX. C'est une plateforme qui est assez récente. Pourquoi est-ce que c'est une plateforme qui marche bien? Parce que c'est une plateforme qui est vraiment plutôt conçue pour les algorithmes qui vont s'échanger des actions très rapidement. Et c'est une plateforme qui marche bien aussi en après-bourse pour échanger hors du marché les titres. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et FTX a investi dedans. Et ce que nous dit FTX, c'est qu'avec ça, ils veulent apporter à IEX le fait de devenir une bourse primaire. Donc avec l'émission de titres. Donc par exemple d'en faire une bourse pour les sociétés crypto, ce genre de choses. Donc d'en faire une bourse primaire pour un certain type de société. Et aussi d'essayer de créer des tokens pour les sociétés cotées comme Apple, ce genre de choses. Et donc de permettre d'échanger Apple, etc. en Bitcoin, en Ethereum, ce genre de choses en créant des tokens. Donc ça c'est intéressant. Va falloir voir si ça passe les fourches codines de la SEC, hein, parce que ça a toujours été quelque chose que la SEC n'a pas aimé, ce système un petit peu de token qui a toujours été complexe. Vous avez même eu pendant un certain temps des acteurs qui avaient une idée, c'était de faire des tokens et des DAO. Donc l'histoire c'était, vous mettiez entre guillemets le token qui était un token.
dans lequel vous aviez une action Apple par exemple, et après vous divisiez la propriété de ce token-là entre ceux qui veulent obtenir juste le droit de vote pour voter aux assemblées générales, ceux qui veulent obtenir la propriété de l'action pour pouvoir l'acheter et la revendre, d'accord, et ceux qui veulent détenir le droit au dividende. Et découper ces droits comme ça et leur donner à chacun une valeur qui donnerait la valeur globale de l'action, mais qui permettrait de faire évoluer suivant le droit que vous voulez de l'action. Alors ça, la SEC, elle n'a pas du tout aimé. Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que vous pourriez prendre le contrôle opérationnel d'une société pour un coût beaucoup plus faible, parce que vous allez acheter juste les droits de vote à l'Assemblée Générale. Et c'est sûr que ça peut être problématique. Hein. Donc voilà, donc ça, il va falloir voir, mais c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. On continue aussi avec la course à la monnaie numérique qui est lancée. Hein. Donc là, on parle des CBDC. Hein. Donc c'est les stablecoins des banques centrales. Donc vous voyez, hein, c'est le nouveau rapport de PwC qui est sorti cette semaine. Donc 80% des banques centrales sont en train de réfléchir à lancer ou ont déjà lancé un CBDC. Ça vous montre vraiment l'importance de la chose. C'est-à-dire que tous les mecs qui disaient ouais, mais bon, le cash, et puis de toute façon, on a déjà des acteurs comme PayPal et tout ça, la monnaie numérique, ça existe déjà. Et Dieu sait que j'en ai entendu sur les plateaux pendant longtemps un certain nombre de personnes dire ça. Et ben vous voyez que ça intéresse quand même massivement les banques centrales. Et dites-vous bien une chose, c'est que si ça intéresse massivement les banques centrales, c'est parce qu'il y a un intérêt qui est plus que celui juste de dire ah c'est un secteur qui a le vent en poupe, faut qu'on y soit parce que sinon on pourra pas le réguler et ça va poser des problèmes. C'est parce que la majorité des banques centrales, ils voient quand même des intérêts, des capacités de surveiller, d'optimiser le fonctionnement de l'argent, de cibler les politiques monétaires, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui reviennent assez souvent. Donc là vous voyez, vous avez le top 10 des projets retail de CBDC. Hein. Donc vous avez le Nigeria qui est qui est en première place, alors qu'ils n'avaient rien lancé en 2018, ils sont allés en 2021, d'accord? Mais ils sont très très vite montés. Après vous avez le Bahamas, vous avez la Chine, avec là aussi les deux pays qui ont vraiment un CBDC qui marche bien, c'est le Nigeria et la Chine. Vraiment, il y a une vraie traction, ce genre de choses, on le verra juste après. Vous avez la Jamaïque après. Après, vous avez les Caraïbes, l'Ukraine, l'Uruguay, la Thaïlande, la Suède et la Corée. Ce que vous voyez d'intéressant, c'est quoi? C'est que la plupart des pays qui ont un CBDC qui marche, c'est quoi? Ou qui ont des CBDC qui sont lancés, c'est des pays en voie de développement. Pourquoi ça? Parce que le CBDC, c'est un super moyen d'éviter la fraude. C'est un super moyen de faciliter la vie des gens. Et c'est des gens qui souvent n'ont pas accès à un système bancaire, ces gens-là. Donc ils n'ont pas la capacité d'aller dans leur banque et de dire ah, on m'a viré un chèque, voilà, c'est détenu dans le compte de ma banque, ce genre de choses. Il y a un problème de bancarisation de ces acteurs-là. Alors, le fait d'avoir un CBDC et de stocker sur une adresse son argent qui est donc détenu, entre guillemets, dans les comptes de la banque centrale en direct, d'accord? Parce que quand vous êtes sur un CBDC, généralement c'est géré par la banque centrale, donc vous êtes directement vos fonds dans la banque centrale. Ça peut être dérangeant parce que ça veut dire que le secteur bancaire, il perd de la puissance. Mais ça vous montre que dans tous ces pays où les secteurs bancaires ont eu du mal, ou alors les secteurs bancaires sont corrompus, ou ce genre de choses, bah ça permet aux acteurs et aux habitants de ces pays d'aller sur une nouvelle technologie qui va permettre un développement. Et n'oubliez pas une chose, c'est que pour avoir un développement économique, il faut quand même avoir une stabilité au niveau de la monnaie sous-jacente, avec une inflation qui est limitée, une déflation qui est limitée, et des choses qui sont stables et un respect des règles. Et donc ça c'est très très intéressant parce qu'un CBDC c'est très carré, ça appartient à telle personne qui est dans telle wallet, vous pouvez acheter tel truc avec, enfin c'est très carré, c'est pas du tout comme la monnaie classique papier, qu'on peut vous voler, vous machiner. Alors même si on peut vous voler un CBDC, mais vous avez beaucoup de contrôle. En Chine et au Nigeria par exemple, ils ont des procédures pour blacklister certains tokens qui auraient été dérobés, ce genre de choses. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes derrière. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez qu'après les deux pays qui ont avancé et qui sont des pays plutôt développés, c'est la Suède qui est un pays qui est structurellement avec une utilisation du cash qui est très très faible, donc qui est avide
de ces nouvelles technologies et justement qui cherchent des substitutions au cash de plus en plus et des choses qui sont utilisables très facilement, surtout dans le domaine du supermarché de quartier ou de la boutique de quartier. Or, c'est vrai que si vous voulez payer avec PayPal dans une boutique de quartier ou ce genre de choses, tout de suite pour le commerçant, les frais vont être élevés. L'avantage du CBDC, c'est que c'est comme de la monnaie classique, c'est la banque centrale qui gère les transactions, donc vous pouvez pouvoir avoir des frais de transaction qui sont très très faibles, et ça peut être très intéressant pour les commerces physiques d'utiliser des CBDC du coup, et d'avoir quelque chose d'intéressant. Vous avez la même chose en Corée, qui est un pays qui est quand même très cryptoisé depuis quelques temps, donc vous voyez que ça c'est intéressant. Donc là on voit, vous avez le Nigeria, donc vous avez 666 000 wallets qui ont été créés, d'accord. Vous avez plus de 35 000 transactions qui ont été faites, ce genre de choses. Vous avez 90% des transactions qui sont de personnes vers business ou de business vers personne. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Ce que nous dit la Banque centrale nigériane, c'est que c'est un très bon support, le e-Naira, pour permettre aux entreprises de faire des achats et des remboursements et tout ça avec des acteurs qui sont très éloignés des centres urbains, ce genre de choses, et qui n'ont que des téléphones mobiles. Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est quoi? C'est que la Banque centrale nous communique sur le fait que le INERA est aussi utilisé à l'international. Vous le voyez là. Il y a plus de 160 pays dans lesquels on a déployé le wallet avec le INERA. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec des entreprises nigérianes et qui, au lieu de passer par un système bancaire très complexe, eh ben en fait, elles vont acheter du INERA, d'accord, à la banque centrale. Donc c'est déjà plus simple de dialoguer avec une banque centrale pour acheter une devise qu'avec une banque. Et après, elles vont utiliser leur INERA pour payer les biens et les services qu'elles consomment au Nigeria. Et donc ça, c'est intéressant. Par exemple, Orange, qui travaille un peu au Nigeria, utilise INERA pour certains de ses fournisseurs. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Hop là, pardon. On a aussi en Chine. Donc là, en Chine, c'est beaucoup plus développé qu'au Nigeria. Je pense que ça a beaucoup moins d'impact à l'heure actuelle sur l'économie chinoise, le yuan digital, que sur l'économie nigériane, le INERA. Mais par contre, ça vous montre bien ce qu'on peut faire. 261 millions de wallets. Donc déjà quasiment, on va dire 20% de la population chinoise de convertis. Un peu moins, 18, d'accord. 13,6 milliards, 7 milliards de transactions, donc c'est déjà très important. 12 cités qui sont couvertes, donc on n'est pas encore sur un truc déployé au niveau national. 300 000 $ de dépenses journalières pendant les Jeux Olympiques avec ce ICNI, d'accord. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et là où c'est très intéressant, c'est la capacité de la Banque centrale chinoise à aller driver des utilisations. Donc par exemple, ce que la Banque centrale chinoise fait, c'est du yuan digital utilisable pour une seule fonction. C'est-à-dire par exemple, vous avez le gouvernement local qui dit qu'il faut relancer le secteur de la restauration. Et ben il y a une capacité dans ces villes-là d'aller créer du yuan digital qui n'est utilisable que dans les restaurants. C'est un sous-yuan digital et vous pouvez l'utiliser que dans les restaurants. Et du coup, vous allez aller au restaurant plus parce que l'utilisation est que là. Et donc ça, c'est une capacité de vous amener de la politique monétaire et de driver cette politique monétaire. Et ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que c'est sûr que si vous êtes à même de définir que vous voulez que tel produit soit utilisé pour telle chose, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ça peut être intéressant aussi pour limiter les fraudes. C'est-à-dire que si, par exemple, la Banque centrale émet 100 millions de yuan qui servent dans la ville de Yunnan, par exemple, à faire redémarrer les restaurants, la mairie locale et tout ça, ils peuvent pas détourner ces yuan digitaux. C'est pas possible, parce que s'ils les détournent, ils peuvent les utiliser que pour aller au restaurant.
Donc ils n'ont pas une capacité, si vous voulez, de créer un détournement. Et donc ça c'est intéressant parce que ces CBDC, ils permettent de réduire la corruption parce qu'en donnant une utilisation spécifique aux CBDC, ça fait que le détournement des aides publiques est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Alors après, il y a toute une architecture à mettre derrière pour avoir toujours une simplicité d'utilisation, d'accord? Mais c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Là, on a la même chose. Vous avez les stablecoins, donc qui sont des concurrents au CBDC. Hein, donc ça, je vous l'ai déjà expliqué. Pourquoi est-ce que les stablecoins ça plaît beaucoup? Parce que ça permet de s'exposer quand on est en bear market sur les cryptos à de la monnaie solide comme du dollar ou comme de l'euro. C'est intéressant pour l'Europe et les États-Unis parce que ça permet d'exporter leur monnaie dans d'autres pays et donc de digitaliser, enfin de dollariser ou de euroiser ces pays-là. Alors pour le moment c'est plutôt dollarisé parce que la plupart des stablecoins sont quand même des stablecoins dollars. Donc, mais par contre ce que vous voyez qui est intéressant, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps, c'est la manière dont sont construits ces stablecoins. Donc vous voyez TTR, vous avez un peu moins de 40% de cash, d'accord? Vous avez après du commercial paper, du corporate bond, du secure loan et other. Vous voyez que l'USD coin, vous avez majoritairement du cash, d'accord, et des deposits et des banques deposits avec des treasury bills. Après, vous avez des Yankee CDS et après vous avez du commercial paper mais très faible. Et vous voyez que par exemple Binance, là vous êtes quasiment à 100% sur des treasuries. Donc ça veut dire que entre guillemets, si vous voulez réfléchir, le stablecoin le moins risqué, c'est le stablecoin de Binance. Après, il est risqué. Pourquoi? Parce qu'il est lié à Binance, qui est une plateforme qui est hackable, ce genre de choses. Et donc, effectivement, il peut y avoir un problème si Binance perd des licences ou si Binance est accusé de fraude, ce genre de choses. Et vous voyez que Tether est le plus dangereux parce que c'est celui où il y a le plus de commercial paper. Et après, vous avez le DAI. Le DAI, c'est un peu différent parce que c'est un ersatz, c'est-à-dire que vous avez du dollar avec de l'USD, d'accord? Vous avez de l'ETH et vous avez du Bitcoin et d'autres cryptos. Donc en fait, c'est un savant mélange entre des cryptos fortes comme Ethereum et Bitcoin, des cryptos un peu plus faibles et du stablecoin dollar, USD coin et Pax dollar. Donc cette semaine dans Parlons Crypto, on a aussi Ledger qui a communiqué sur le fait qu'ils allaient lancer un nouveau portefeuille conçu spécialement pour stocker les NFT. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que ça vous montre que c'est quand même un secteur qui intéresse de plus en plus de monde et qu'il y a une sécurité à faire de vos NFT. Hein. Donc ça, si vous en avez oublié jamais, parce que c'est vraiment un truc qu'on pirate beaucoup en ce moment, les NFT. On passe à l'hebdo gaming. Donc on a Microsoft qui veut muscler son Game Pass cette semaine. Alors l'idée ça serait quoi? L'idée c'est qu'à l'heure actuelle chez Microsoft, vous avez 2 enfants, il vous faut 2 Game Pass. Et vous n'avez pas de capacité de les utiliser en parallèle. Ce qui est sorti récemment dans la presse, c'est l'idée que Microsoft serait capable de faire un système de plan, d'accord, avec un Game Pass global, avec un plan qui permettrait à toute une famille de jouer, et de jouer en même temps sur le PC et sur la console, ce genre de choses, de jouer au même jeu en même temps pour un tarif qui serait plus cher que le tarif de base, mais qui serait moins cher que l'addition de plusieurs plans Xbox. Et l'idée c'est aussi qui est sortie, c'est aussi de se dire qu'il y aurait une capacité d'amener des jeux mobiles dans ce plan, qui n'est pas encore le cas chez Microsoft, donc un peu comme le fait Netflix. Et donc là, vous voyez bien que le but de Microsoft, c'est vraiment de muscler le Game Pass, d'être le gaming as a service cross-asset, c'est-à-dire les jeux sur console, les jeux sur PC, les jeux sur mobile, avec toute la famille qui s'abonne pour avoir accès à tous ces jeux, sur téléphone, sur tablette, sur ceci, sur cela. Et vraiment la même stratégie qu'a développé Netflix pour l'industrie du cinéma et de la série. Donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est d'autant plus intéressant que vous avez beaucoup de concurrents qui commencent à arriver et à essayer de prendre de la part de marché à Microsoft, mais que Microsoft est vraiment en très grande avance là-dessus. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que ça fait longtemps qu'on en parle parce que vous savez que par exemple les options du board de Microsoft à horizon 2023, 2024, 2025
sont assis exclusivement sur la partie gaming, sur le nombre d'abonnés au Game Pass. D'accord? Tout le reste des métriques du gaming, ça ne va pas jouer sur ce que Satya Nadella et le board va toucher en option à la fin. Rien. La seule chose qui va jouer, c'est le nombre d'abonnés et l'objectif que les actionnaires ont fixé au board, il est quand même considérable. C'est d'avoir plusieurs centaines de millions d'abonnés. Donc ça vous montre un petit peu la volonté de Microsoft. Et ça vous montre aussi la valeur, parce que si vous dites que Microsoft va devenir le titan du gaming, comme les Netflix dans la vidéo, mais qu'il y aura moins de concurrence, parce que c'est plus compliqué de faire de la concurrence dans les jeux vidéo que de faire de la concurrence dans les films ou dans les séries, et ben vous vous rendez compte de la valeur que c'est. C'est-à-dire, vous prenez à l'heure actuelle à Microsoft, pendant des années, on n'a jamais valorisé la business unit Xbox en disant que ça faisait des pertes, ce genre de choses. Là, vous pouvez vous dire que s'ils arrivent à faire le Netflix du jeu vidéo, ça vaut minimum 300-400 milliards. Ça fait déjà quasiment 22% de la capitalisation de Microsoft. Donc vous voyez que vous arrivez aussi sur des choses où c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ces acteurs-là, vous pouvez les découper, les machiner, et quand vous faites la somme des parties, vous vous dites, finalement, c'était pas si cher que ça. Hein. Même si ça vaut 2000 milliards, au final, si je compte la branche cloud, que je la valorise 30 fois les profits, que je compte la branche gaming, que je la valorise sur les abonnements au Game Pass, que je compte la branche ceci, que je compte la branche cela et tout ça, j'empile les trucs et puis j'arrive à 4000 milliards. C'est 2 fois plus que la valorisation actuelle. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Et ce mécanisme de l'ego qui cache de la valeur, c'est ce que vous voyez dans la plupart des GAFAM à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que vous avez une vision de beaucoup d'acteurs de dire, y a un risque qu'on se fasse découper, mais au final, si on se fait découper, est-ce que la valeur de ces business ne sera pas meilleure? Peut-être que la durabilité de ces business à long terme sera touchée parce qu'ils seront moins gros, ils auront moins de puissance par rapport à d'autres acteurs, donc ils auront moins de capacité d'investissement dans l'avenir et ce sera plus facile de les concurrencer stratégiquement. Mais d'un autre côté, s'ils sont plus petits, ils auront plus de capacité de faire de la fusion-acquisition, donc il y aura sûrement des business dans ces business qu'on va découper qui redeviendront monopolistiques dans quelques années parce qu'ils auront fait les bonnes acquisitions. Et d'autres qui vont juste péricliter parce qu'ils sont mal gérés. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est quelque chose de très 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 intéressant et qu'il va falloir suivre globalement parce que si vraiment ils sortent ça, ça nous indiquera vraiment une volonté de Microsoft de bien avancer dans ce domaine-là. Vous avez aussi Microsoft qui lance à travers Minecraft Rivercraft. Donc l'objectif de Rivercraft, c'est de sensibiliser les enfants au dérèglement climatique dans les écoles, dans ce genre de choses. Donc c'est de générer des maps du monde et de montrer ce que ça fait si on augmente de 1 degré la température, si l'eau monte de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ce genre de choses, et de modéliser la chose dans Minecraft pour donner envie aux enfants de s'investir dans le changement climatique, ce genre de choses. Pourquoi je reparle là? Parce que ça va dans tout ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire le fait qu'à travers le jeu vidéo, vous pouvez faire passer des messages qui sont très forts, et donc ça c'est un avenir pour le jeu vidéo, parce que vous allez avoir un moyen d'avoir de l'éducatif, ce genre de choses, et donc peut-être que demain, on n'achètera plus des bouquins pour apprendre à nos enfants telle ou telle matière, mais peut-être qu'à la place, le gouvernement français nous dira, je te donne un PC, et voilà, on va acheter un jeu, et les enfants ils feront toute leur scolarité sur ce jeu-là avec les profs, et ils auront une manière d'apprentissage qui sera à travers le jeu pour comprendre les situations et être mis en face, et plus juste de la lecture d'un support manuel basique écrit, et d'être dans quelque chose d'un peu plus immersif. Donc ça c'est aussi un avenir dans le jeu vidéo parce que ça vous montre que le jeu vidéo a encore des spectres de croissance qui sont assez larges. Avec les news de cette semaine dans Parlons Gaming, donc on a Ubisoft qui a annoncé le lancement de Rainbow Six Mobile, donc qui est un portage pour téléphone de Rainbow Six Siege. Vous avez Shueisha qui est un éditeur de manga japonais qui a lancé Shueisha Games. Le but c'est de créer des jeux vidéo issus des licences de Shueisha et d'arrêter de les sous-traiter à d'autres éditeurs japonais et de garder la valeur interne. D'accord ? Donc ça c'est quand même considérable parce que c'est vraiment un des plus gros éditeurs japonais, Shueisha. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ça vous montre à chaque fois ce que je vous dis depuis un certain temps. Maintenant quand on détient des licences, on a envie de les exploiter autour de tout le spectre. C'est-à-dire de faire des films, des séries, des bouquins, des peluches, des machins, et de capter le plus de valeur possible et d'être dans un développement interne de la valeur.
On a aussi Sensor Tower qui a publié son rapport en indiquant qu'au premier trimestre 2022, les jeux mobiles avaient généré 21 milliards de revenus, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à l'an dernier. Donc ça validerait le fait que après des très bonnes métriques en 2020 à cause du Covid, en 2021 avec le reste du Covid, même si le S2 a été plus compliqué, ça devient beaucoup plus compliqué en 2022. Donc voilà, ça il va falloir le suivre pour voir si où se situe le fond de la piscine. Après, ce qu'a dit Sensor Tower, c'est que déjà la baisse était plus forte au début du trimestre qu'à la fin du trimestre. Donc ça nous indique quand même que après avoir fait une courbe qui est montée comme ça, on est en train de rebaisser et on a peut-être déjà atteint le fond de la piscine et on est peut-être reparti un petit peu. La question, elle est toujours la même, c'est que vous avez les gens qui vont voir le verre à moitié vide et qui vont dire ah on était là, on a un petit peu descendu, putain quel secteur de merde, et là maintenant il va falloir repartir, mais combien de temps on va remettre pour arriver là? Et puis il y a ceux qui vont tracer une courbe de long terme et qui vont se dire avant Covid la courbe elle était comme ça, après Covid la courbe elle est comme ça, donc on est quand même gagnant parce qu'après Covid les gens ils jouent plus qu'avant. C'est une vision. Si vous voulez, si vous êtes un investisseur de long terme, vous allez voir la courbe dans le long terme comme moi et vous allez dire mais on s'en fout, même si le secteur du jeu vidéo baisse un petit peu cette année, il a tellement monté les années précédentes et il est tellement monté en haut de son cycle normal en accélérant sa croissance que la courbe elle est différente. Donc même si la croissance rediminue un petit peu, ça va pas ramener la courbe sur ce qu'elle était avant. On a quand même une courbe qui va avoir une pente qui est toujours meilleure que ce qu'elle était avant, même si la pente de la courbe va diminuer un petit peu. Mais ça c'est normal. Vous pouvez rarement rester sur une courbe qui est excellente et vous avez souvent quand il y a une adaptation d'un marché, une surutilisation de ce marché-là à un temps donné et des produits de ce marché-là à un temps donné, puis après ça se rééquilibre un petit peu et ça reprend son trend de long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le trend de long terme est plus avantageux que le trend de long terme qu'on voyait en 2019 avant le Covid. On a Tiny Build qui avait préparé son IPO et qui a fait son IPO. Donc un chiffre d'affaires à 52,2 millions de dollars en hausse de 39%. Un bénéfice d'exploitation en hausse de 64% à 12,5 millions de dollars. On a Team17 qui a publié ses résultats financiers en augmentation du chiffre d'affaires de 9% à 90,5 millions de livres sterling et un bénéfice en augmentation de 16% à 45,5 millions de livres sterling. Donc, chez Team17, la croissance des jeux va être importante. Il y a un nombre de jeux à sortir sur 2021 qui est plus important qu'en 2020, sur 2022 qui est plus important qu'en 2021. Donc ça, c'est intéressant. Et même si la croissance peut vous paraître assez faible, la croissance de 2020 avait été massive. Donc réussir à faire 9% de croissance sur une croissance qui avait été massive en 2020, c'est quand même pas mal. On continue du coup avec l'hebdo des marchés. Donc on a notre ami Microsoft qui est dans le viseur de la Commission européenne à travers sa branche cloud. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le viseur? Parce que justement Microsoft ils sont tellement bons que dans certains domaines ils sont devenus monopolistiques. Et ce que reproche la Commission à Microsoft, c'est par exemple dans les serveurs pour les jeux vidéo, pour gérer des jeux vidéo dans le cloud, ce genre de choses, ils sont devenus trop puissants. Parce qu'ils en avaient besoin à travers Xbox et que du coup ils ont développé à travers Xbox et que maintenant comme ils ont développé beaucoup plus que AWS et que tous les autres, au final tout le monde va chez eux. Donc voilà. Ils sont trop puissants aussi dans des applicatifs liés à l'IA dans le cloud, ce genre de choses. Donc la commission leur reproche ça. Et la commission leur reproche aussi des outils d'optimisation qui permettent de créer des logiciels directement dans le cloud avec des notions de vos développeurs travaillent tous de chez eux. Il faut avoir une capacité de voir le logiciel évoluer en temps réel et de discuter comme ça en même temps qu'on code le logiciel sur la manière de faire et de répartir les tâches et tout ça. Donc il y a des outils qui ont été créés dans le cloud de Microsoft pour faire ça. Et ça c'est pareil. C'est des outils qui ont beaucoup servi avec le Covid et on les accuse d'être en position d'abus de position dominante. Ce qui est marrant, c'est que c'est que des positions dans lesquelles AWS est moins fort que Microsoft et c'est que des positions sur lesquelles Microsoft
a commencé par faire un développement interne pour ses propres besoins, après a permis aux gens d'utiliser ses services, et en fait, ils ont tellement eu besoin en interne de ça, ils ont tellement fait un bon service, qu'ils sont arrivés avant les autres sur ce marché, ils ont pris plus de 50% de certains de ces marchés-là, et donc maintenant, les autres, ils n'arrivent plus à venir. Parce que Microsoft a tellement investi, on avait tellement besoin en interne, qu'au final, bah voilà. Et ça c'est très intéressant avec ces GAFAM, c'est que il y a tellement de besoins internes de ces entreprises que quand elles achètent, quand elles font en interne des produits et qu'après elles arrivent sur le marché, bah les autres, généralement, ils ont du mal à répondre. Donc en fait, vous en avez besoin chez vous. Même le fait de le créer rien que pour vous, c'est rentable. Mais en plus, vous le proposez aux autres. Et comme vous avez créé un produit qui est super, bah tout le monde se dit, bon, on va acheter ce produit-là. Et à la fin, vous êtes en abus de position dominante. Donc c'est le début. Hein. C'est le début. C'est le moment de la discussion entre la Commission européenne et Microsoft pour les échanges des arguments. Mais ça va être très intéressant, moi j'attends beaucoup parce que vraiment un secteur où la Commission les attaque, c'est vraiment ce secteur des capacités de créer des logiciels, enfin de faire du codage dans le cloud et d'avoir une vision où tout le monde voit ce que fait l'autre en même temps et donc d'optimiser les choses en direct qui marche bien avec le Covid. Parce que du coup, vous êtes chacun chez vous en train de coder la chose et donc vous avez besoin d'outils qui vous permettent de dialoguer en temps réel et autour des outils de développement. Donc ça c'est très intéressant et ça va être très marrant de voir qu'est-ce que Microsoft va pouvoir répondre. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes meilleur que vos voisins. C'est un peu comme si on demandait à Mbappé d'aller dire tu comprends, les autres joueurs de la Ligue 1 ils sont pas contents, tu cours trop vite, on va te mettre des poids aux pieds. Bah, c'est un peu la problématique là. Et donc ça c'est intéressant. Après, en tant qu'actionnaire, faut le voir comme moi, je le vois pas comme un risque, hein, parce qu'au pire, ça va être des amendes de quelques milliards. Pour Microsoft, ça reste négligeable. Mais ça montre surtout qu'il y a eu une capacité de Satya Nadella de développer des services en interne qui ont servi aux ingénieurs de Microsoft et qui servent à tous les ingénieurs de la planète partout, maintenant. Et qui sont tellement bons qu'ils deviennent monopolistiques. Donc ça, pour moi, ça veut quand même dire qu'au niveau de l'exécution, on est là. Et qu'on exécute un plan qui est quand même très très bien mené. On a aussi les premières manifestations à cause de la hausse des prix. Donc vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Je vous avais parlé du fait que la hausse des prix risquait de faire des printemps arabes, ce genre de choses. Eh ben, on s'est planté. Parce que le premier pays où les manifestations massives ont eu lieu à cause de la hausse des prix, c'est le Pérou. Avec l'armée qui a été déployée. Et donc vous voyez là, c'est l'inflation au Pérou. C'est passé ces derniers jours. Donc, vous voyez quand même que le gros de l'inflation, c'est toujours de l'énergie, hein, d'accord. Vous voyez que l'inflation autour de la nourriture, c'est quelque chose qui a drivé aussi l'explosion. C'est-à-dire que vous voyez que l'inflation autour de l'énergie, elle a fait un pic, elle est un peu redescendue. Mais ce qui pose des problèmes, c'est la remontée de l'inflation autour de la nourriture, d'accord. Et l'inflation totale qui a fait un nouveau plus haut. Donc là, ça devient problématique pour les Péruviens. Donc voilà, ça il va falloir suivre parce que vous commencez à avoir des manifestations de plus en plus importantes dans beaucoup de pays, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, ce genre de choses, et ça peut vraiment être problématique. N'oubliez pas qu'en 2014, ce genre de choses, et en 2011 aussi, quand il y a eu un petit peu de tension sur les matières premières, il y a beaucoup de pays qui se sont retournés. C'est là où il y a eu les révolutions du printemps arabe, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir suivre parce qu'il peut y avoir un dérèglement complet de certains pays. Et ça peut être des choses qui sont importantes parce que par exemple, les pays sud-américains, c'est des gros producteurs de métaux. Les pays du Moyen-Orient, c'est des gros producteurs de pétrole. Donc il ne faudrait pas que le déséquilibre et que les tensions internes de ces pays-là débouchent sur des complexités à alimenter le marché international parce que là, ça pourrait très mal se passer. On a aussi en Chine la politique anti-Covid qui recommence à faire des siennes et donc qui rend catastrophique l'économie chinoise. Donc ça c'est pareil, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui vous disent qu'on est dans une économie qui tourne à fond et tout ça, faut faire attention parce que là la politique chinoise commence à revenir sur le zéro Covid et ça va faire un sacré trou dans la croissance mondiale parce que là vous le voyez, par exemple vous avez un indicateur avancé. L'indicateur avancé, c'est les nombres
de voyage, d'accord, en Chine. Donc un avion qui décolle égale un voyage, d'accord. Vous voyez, on était très loin de 2019, qui était ici, d'accord. Pardon, 2019 c'est ici, je m'excuse. On est très loin de 2020 qui était ici et qui était en très forte croissance. On avait réussi à repasser au-dessus de 2019, d'accord, qui était là, avec les phénomènes du Covid. Et vous voyez que là, on est descendu très très bas. On est tellement descendu bas en Chine qu'on est plus bas, ou très proche du plus bas, de 2020. Donc la période où la Chine a été la plus stricte. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça vous montre quand même que les Chinois sont dans une réponse au Covid qui est très très dure. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui va toucher le marché international. Et donc ça va forcément toucher l'économie internationale. Donc ça va toucher les prix des métaux, ce genre de choses. Donc moi, je pense qu'à l'heure actuelle, la Chine n'est pas du tout à la croissance qu'elle nous affiche. Et donc forcément, la Chine, elle a de l'intérêt à ce que l'économie reparte, à ce que l'économie se stabilise. Et donc ça va être compliqué pour Poutine parce que ça veut dire que la Chine va sûrement pas accepter une déstabilisation des marchés de l'énergie pendant 12 mois ou 18 mois. Ça va vraiment pas être ce qu'il faut à la Chine pour retrouver son équilibre de long terme. Donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes à regarder au niveau macro. Donc voilà, comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider Europe. Vous avez le lien juste en dessous. Et en plus, comme ça, vous pourrez profiter de notre dossier spécial sur le métaverse. Donc maintenant, je vais prendre vos questions avec toujours la même chose. N'oubliez pas que si vous avez des questions un peu plus complexes, vous pouvez toujours nous les envoyer à la-rédaction-tech@publication-agora.fr. Que vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Je vous encourage à liker, à partager les vidéos. Plus vous serez nombreux à les voir, plus vous serez nombreux à commenter, mieux ce sera. Ou aller sur notre site internet opportunité avec un S-techno avec un S pour avoir des sujets de fond un peu plus poussés au niveau papier que ce qu'on fait là ou ce genre de choses. Donc voilà. Maintenant, vous êtes libre de poser vos questions. Je vais aller voir un petit peu les questions qu'il y a déjà. Alors, le secteur de la construction est très spécial, en particulier le ciment, où les grands acteurs font leur volume avec le béton prêt à l'emploi à travers leur propre réseau de centrales locales. Aucun problème d'approvisionnement de ciment à venir, mais une grosse augmentation des prix. Oui, alors ça sur le ciment, j'ai pris l'exemple du ciment tout à l'heure, mais effectivement, tu as raison, c'est plutôt des gens qui contrôlent tout le cycle, c'est-à-dire de la production à la distribution, d'accord, dans la majorité des cimentiers à l'heure actuelle. C'est majoritairement comme ça. Et ce qui a fait plus la hausse du prix de production du ciment, c'est enfin du prix final du ciment, c'est les intrants entre guillemets, l'énergie, ce genre de choses qui a beaucoup monté, donc qui a fait monter la hausse des prix. Mais ce que je voulais dire, c'est que si par exemple tu es un magasin de bricolage, enfin qui fait revendeur pour des artisans du coin, et que tu achètes du béton pour le revendre, à l'heure actuelle, tu vas acheter du béton prêt à l'emploi, donc tu vas pouvoir garder un petit peu de temps ou ce genre de choses, d'accord. Ou tu vas acheter du ciment, enfin, ce genre d'outils. Et en fait, la question pour toi, ça va être dans tes stocks, tu vas l'acheter beaucoup plus cher parce qu'en ce moment l'énergie est très chère. Mais imaginons si dans 6 mois l'énergie rebaisse de prix et que tu n'as pas réussi à vendre ton truc, forcément le prix il va descendre de manière considérable. Après, je suis d'accord avec toi, le béton c'est pas le bon exemple. J'ai pris celui-là parce que c'est le premier qui m'est passé par la tête et je trouvais que c'était simple comme exemple parce qu'il y a un gros facteur prix, enfin prix d'électricité dans le prix du béton au final. Mais c'est vrai que le marché de la distribution du béton, fondamentalement, il se prête pas très bien à mon exemple. Mais c'est un peu la complexité de ce genre de sujet, c'est-à-dire que trouver des marchés qui se prêtent bien à ton exemple et que tout le monde connaît, c'est pas forcément très simple. On peut avoir une vraie femme en 3D, peut-être dans le futur, des robots de compagnie, peut-être dans le futur. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour les questions.
quel est ton avis sur le secteur de la revente de voitures avec Carvana aux US et AG1 en Europe? J'ai beaucoup de problèmes. Alors, tu vois, le secteur de la revente de voitures, on en a pas parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup de problèmes parce que c'est un secteur où il y a de la concurrence, d'accord? Donc ça, tant mieux, voilà, c'est normal. Mais en fait, comme on est dans un système où les voitures sont devenues rares, les gens se permettent de racheter des voitures à n'importe quel prix. Et comme les gens comme Carvana ou AG1, ils doivent avoir du stock pour l'offrir sur leur site un certain nombre de modèles et donc attirer les clients et pouvoir vendre des modèles, ils sont obligés d'acheter à des prix qui sont très chers. Et on est tellement dans de la démesure que des fois, entre une voiture sortie d'usine et une voiture en occasion que vous achetez chez Carvana, le delta prix, il peut être de 15%, voire de 0. Ça n'a aucun sens. Une voiture qui a été utilisée depuis 1 an et demi, comment est-ce qu'elle peut valoir que 15% de moins par rapport à une voiture qui sort de l'usine? Vous vous rendez bien compte? La technologie n'est pas la même, la fiabilité n'est pas la même, ce genre de choses. Enfin, c'est sans commune mesure. Donc la question, c'est votre stock. C'est-à-dire que ces entreprises-là, elles ont massivement investi dans leur stock. Et si demain, le marché de la voiture redevient comme avant et que les prix rediminuent, comment est-ce qu'ils vont être capables de répercuter le prix de la voiture dans leur stock? Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire que si la baisse se fait dans le temps tout doucement, ces acteurs-là n'auront pas de problème. Parce qu'en fait, ils vont racheter des stocks un peu moins chers, ils vont vendre les stocks un peu plus vieux, un tout petit peu moins cher que ce qu'ils avaient prévu, ça va comprimer leur marge un tout petit peu, mais en fait, ils vont réussir à gérer le cycle. Si par contre, le cycle, on passe d'un prix de X à X divisé par 2 en 6 mois, ils n'arriveront pas à gérer cette baisse de prix. Et donc, ils vont faire un one-shot sur leur stock qui va être considérable et qui peut faire s'évaporer énormément de valeur. C'est la problématique, justement, de ce que je vous raconte depuis le début de cette crise. C'est-à-dire que la volatilité des prix d'un item, si elle est trop violente, elle peut être déraisonnable pour quasiment toutes les entreprises de cet univers. Parce que vous n'avez aucune capacité de vous ajuster à un prix qui monte de 300% et qui redescend de 200% en quelques semaines. C'est pas possible. Ou alors, c'est des biens que vous consommez en temps réel et que vous facturez en temps réel. L'électricité, par exemple. Chaque minute, son prix change, vous le consommez chaque minute, et puis vous avez un revendeur qui vous le revend chaque minute. Ça, oui, c'est possible. Et là, vous pouvez être sur des prix qui ont des fluctuations constantes. Mais une voiture d'occasion, vous ne pouvez pas avoir un tarif le matin, un tarif à midi et un tarif le soir. Sinon, un revendeur qui achète une voiture, comment vous voulez qu'il s'y retrouve? Oui, c'est ça. C'est la rotation des stocks qui est importante. C'est la rotation des stocks qui est très très importante, effectivement. Et la question, c'est la valorisation de ton stock aussi. Et c'est à quel prix tu achètes ton stock. Mais au final, oui, j'aurais pu prendre cet exemple des voitures, c'était peut-être plus parlant que celui du ciment, t'as raison. Mais oui, c'est la rotation des stocks qui est un problème. Et c'est un problème pour beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle, parce que d'un côté, vous avez peur de manquer, parce que en Chine, ça peut s'arrêter de produire et tout ça, donc vous avez envie de faire des stocks. D'un autre côté, faire des stocks à l'heure actuelle, ça vous coûte très cher, et vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des stocks que vous avez payé 100 ou 200% de plus que le prix de long terme de votre objet, et de se retrouver avec de la perte. Oui, ça c'est classique, hein, Alchico. Ça c'est classique, ça c'est tout secteur. De toute façon, on répercute plus vite la hausse que la baisse. Parce que la baisse, ça vous améliore votre marge, la hausse, ça vous la dégrade. Donc les entreprises ont toujours plutôt vocation à répercuter les hausses que les baisses. Donc c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut faire attention dans l'inflation que vous voyez sur les marchés à l'heure actuelle. Parce que vous avez certains produits et services, vous voyez déjà au niveau de la production des baisses de prix. Mais quand vous êtes consommateur final, vous êtes toujours dans une vision d'augmentation des prix. Pourquoi? Parce que tous les acteurs qui sont au milieu, ils se disent « Ah tout a augmenté, donc je peux un peu augmenter mon prix. » Vous voyez? Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui dit « Bon, écoute, toi tu vends 80, moi je vais vendre 75. » Et que le mec qui vendait 80, il dit « Bon, écoute, avant moi je vendais 60, ça me coûte la même chose à acheter que avant la crise. Et là, je vends 80. Mon voisin il dit il va vendre 70, bon je vais vendre 65.
Et puis petit à petit, vous allez très vite revenir au prix de long terme, entre guillemets. Au prix d'équilibre de long terme. La question c'est, est-ce que ce prix d'équilibre de long terme, il a changé? Alors souvent il a changé un petit peu à la hausse, parce que si vous pensez que le prix de l'électricité va rester haut, le prix de long terme peut avoir quelque chose qui s'auto. Mais généralement l'inflation, vous avez toujours plus de facilité à l'avoir augmenté très rapidement, et vous avez toujours une inflation entre guillemets qui monte très très rapidement, qui même a tendance à exploser à un moment, parce que vous avez des gens qui vont être tentés de dire, bah au lieu de vendre un produit, au lieu de vendre deux produits, je vais en vendre plus qu'un seul, mais au lieu de vendre deux produits que je vendais à X, je vais vendre un produit que je vais vendre 3 fois X. Et en fait, ça veut dire que votre marge sur ce produit-là est plus importante que la marge que vous faisiez avant en vendant deux produits. Donc vous n'avez plus intérêt à faire du volume, mais vous avez intérêt à favoriser votre marge. Et ça, c'est ce qu'on voit dans certains secteurs à l'heure actuelle. C'est pour ça que vous avez une inflation qui est très haute. Mais ça, c'est quelque chose qui va s'auto-alimenter, qui va se régler dans le sens inverse. Parce que vous allez forcément avoir des gens qui vont commencer à jouer le facteur du prix, ce genre de choses. Parce que quand les marchés vont un peu plus être stables, que le Covid sera parti, que la Chine sera un peu plus stabilisée et qu'on aura des actifs de production, et de toute façon, c'est ce que beaucoup d'entreprises sont en train de mettre en place, des actifs de production au niveau local pour répondre à la demande, et ben ça, forcément, il y aura un ajustement qui peut être assez violent. Que penses-tu de l'augmentation des cas Covid en Chine? Je pense que ça montre que comment ça s'appelle, leur vaccin marche pas. Non, pour un peu plus complémenter ma réponse, leur vaccin marche pas, et surtout autre chose, je pense que vous êtes face à des acteurs en Chine qui ont très bien géré leur politique du zéro Covid sur les derniers cycles de contamination, d'accord, en étant beaucoup plus proactifs. Le problème, c'est que là, on est sur des mutations maintenant, où vous avez une capacité du virus de se disperser qui est très rapide, une dangerosité qui est un peu moins grande, mais voilà. Et donc forcément, quand vous êtes face à les Chinois qui n'ont pas d'anticorps en propre et qui ont en plus une vaccination qui est moins efficace que la nôtre, et que vous avez une dispersion qui est plus rapide du virus, ça devient très difficile votre politique anti-Covid. Parce que du coup, même si vous identifiez les cas très rapidement, vous êtes obligé de fermer très très rapidement, et de fermer pendant 2 semaines pour imaginer que vous n'allez plus avoir de cas. Donc c'est un peu compliqué. Après, vous avez des problèmes sous-jacents en Chine. C'est-à-dire les Chinois sont des personnes qui, de base, ont beaucoup de problèmes d'atteinte cardiaque et d'atteinte pulmonaire, parce qu'il y a beaucoup de pollution chez eux. Donc forcément, pour eux, c'est plus dérangeant un virus comme celui de la Covid. Parce que ça touche votre système respiratoire. Et comme déjà, ils sont dans un environnement avec des Chinois qui sont atteints du système respiratoire, ils ont une population à risque qui est plus importante en pourcentage que les populations européennes ou américaines. Malgré le fait que leur population soit en général plus jeune que la population américaine ou européenne. Après, ça dépend des pays. Si on va en Roumanie, c'est pas le cas. Et donc ça, c'est intéressant. Oui, mais je pense que de toute façon, au bout d'un moment... Mais quand vous êtes des entreprises comme Alibaba, comme Microsoft et tout ça, vous faites 100 milliards de bénéfices. Qu'est-ce que vous allez faire de ce bénéfice-là? Vous savez ce que c'est que la recherche fondamentale et la recherche fondamentale plus tout le financement des startups dans la fusion chaque année, pour tous les pays du monde. C'est un peu moins de 30 milliards de dollars. Donc si vous appelez Microsoft que vous faites 100 milliards de dollars de résultats, à vous tout seul, vous pouvez gérer tout l'univers de la fusion. Et encore, il vous reste de l'argent pour faire le quantique, le machin, le truc. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces géants-là, ils peuvent investir sur tous les supports et continuer à gagner énormément d'argent. Et continuer à faire des rachats d'actions. Donc c'est difficile. Moi, le seul problème que je vois avec ces entreprises-là, c'est si l'État arrive demain et dit, écoutez, vous êtes trop gros, vous gagnez trop d'argent, on a décidé que tous les ans, vous devez tous nous donner 30 milliards
parce qu'on a fait une loi spéciale pour vous avec une taxation spéciale. Quel que soit votre résultat et votre chiffre d'affaires, il y a 30 milliards que vous nous devez. Voilà. À part si on fait ça, je vois pas comment ces entreprises elles peuvent être compliquées. Et si on fait ça, attention, parce qu'on rentre dans un système qui est compliqué. Parce que à ce moment-là, vous allez voir des gens de la tech comme moi qui vont dire ah mais écoutez, on veut bien, on fait du résultat. On fait 30 milliards, on fait 100 milliards de résultats et vous nous dites qu'on va en payer. Ok, on paye. Mais alors, dès qu'il y a une entreprise qui va commencer à faire du résultat, des pétroliers parce que le pétrole il est en hausse et tout, vous allez trouver des gens qui vont dire ah bah va falloir les taxer ces gens-là. Et donc là, vous rentrez dans un système économique qui est complexe, qui est très très complexe. Et vous rentrez surtout dans un système où la plupart des entreprises du coup vont chercher à soit investir massivement pour faire le résultat net le plus petit possible. Donc là, vous avez une problématique parce que ça veut dire que les Alibaba et compagnie, elles vont décider d'investir tout leur cash. Donc vous allez avoir une concurrence féroce et ne pourront survivre dans les marchés que ceux qui sont de très grosse taille. Et en plus, ça veut dire que cette concurrence, vous allez l'avoir sur énormément de marchés en même temps. Parce que les acteurs de grande taille vont investir massivement parce qu'ils vont préférer créer de la valeur en interne que vous la donnez à vous. Et donc réduire artificiellement leur rentabilité. Et donc ça veut dire que ils vont se lancer dans les voyages, dans le quantique, dans la fusion nucléaire, dans le machin, dans le truc. Alors moi je veux bien, mais si demain on dit à Microsoft vous êtes obligé de payer et qu'ils vous disent écoutez nous finalement on veut pas payer donc on va faire des centrales nucléaires, des machins, des trucs, s'ils arrivent à créer de la fusion avant tout le monde. Si en plus d'avoir un monopole sur les ordinateurs de la planète, ils ont un monopole sur la création de la fusion. On aura vachement gagné le système de faire exploser un monopole, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour les États, c'est pas si simple. C'est pas si simple. J'aime pas Audacia parce que le PDG c'est Bec BD et je me suis jamais entendu avec lui. Voilà. Je trouve que c'est un apparatchik qui nous vend toujours des trucs magnifiques et à la fin ça se passe pas comme il avait prévu. Et c'est l'actionnaire qui paye. Voilà. À la fin. C'est-à-dire que lui, il a touché des salaires, des machins, il a monté sa société, il l'a amené en bourse. À la fin, au final, il vend généralement. Il vend généralement toujours à un bon prix, on peut lui reconnaître ça. C'est-à-dire qu'à la sortie, il est capable de vendre à un prix correct. Mais entre-temps, vous avez perdu beaucoup d'argent si vous êtes parti au début avec lui. Parce qu'il est parti à un tel tarif, à un tel machin, avec une telle valorisation. Et il faut tellement de temps, parce qu'il est tellement sur des segments de rupture et tout ça, qu'au final, c'est pas terrible, quoi. C'était le cas chez Direct Energy, c'était le cas chez Agrogénération, c'était le cas chez beaucoup de sociétés dans lesquelles il a été. Et je pense que malheureusement, c'est parce qu'il amène trop vite ces sociétés en bourse, et du coup, c'est des sociétés qui sont très technologiques, et comme le marché ne sait pas les valoriser, ces sociétés-là, en fait, il a du mal à lever des capitaux dans le temps. Du coup, il est obligé de lever des capitaux en diluant la société de manière très forte parce que les cours de l'action ont diminué. Et quand la société recommence à aller bien et tout, vous avez tellement été dilué par les différents rounds de financement que finalement, même si la société exécute bien et réussit son pari, vous n'êtes pas gagnant en tant qu'investisseur de long terme. Et ça, c'est la problématique de beaucoup de sociétés, de petites PME qui ont des besoins en capitaux qui sont importants sur Euronext. Quand vous n'avez pas de traction et de sociétés de financement qui sont capables de gérer le cycle de financement sur le long terme de ces sociétés-là, vous avez beaucoup de ces sociétés qui finissent par avoir des cours de l'action qui s'effondrent, et après ça devient très difficile. C'est ce que vous avez à l'heure actuelle sur les biotech. Vous prenez Inat Pharma, vous prenez Adocia, Pharnex, toutes ces choses-là, Selectis et compagnie. Vous avez sûrement des sociétés qui ont des super produits. Mais en fait, comme elles ont eu des histoires un peu compliquées et qu'elles ont eu du mal à se financer ce genre de choses, et la problématique que vous avez, c'est que maintenant, quand elles veulent lever du capital, ça leur coûte énormément en dilution. Et du coup, si vous voulez, c'est un serpent qui se mord la queue. Parce que là, elles vont faire venir des actionnaires qui vont faire un kit ou double. Et en fait, ces gens-là, ils vont avoir intérêt à sortir très rapidement. Parce qu'ils se disent que si ça marche pas et si on est obligé de repasser par un round de dilution, ils vont se faire saigner.
Non, non, Audacia, c'est une maison de private equity qui investit dans le quantique, dans ce genre de choses. Ça a été introduit l'année dernière. Oui, c'est Adocia qui est une biotech, qui est dans les dérivés d'insuline, ce genre de choses, les insulines ultra rapides et tout ça. C'est deux boîtes différentes. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine. À demain pour le live de demain pour les abonnés New Tech Insider. Et à vendredi pour les abonnés Elephant Investing Club. Voilà. Bye bye.